Les amis, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est nous les fans du Barça. On nous croyait morts, on nous pensait finito, en crise, endetté, surendetté même, pauvre, incapable de recruter n'importe quel joueur sur le mercato. C'est vrai aussi, mais on est là, on est présent. Et même mieux, le FC Barcelone est prêt à en découdre de nouveau cette saison pour la Liga, la Ligue des Champions et tous les trophées. On va repartir à la guerre très prochainement. À la guerre contre toute l'Europe, toute l'Espagne, les instances, l'UEFA, la FIFA, Javier Tebas et j'en passe, mais évidemment avant tout face au Real Madrid, le rival numéro 1 du Barça une fois de plus. Et cette fois-ci pour abattre de nouveau le Real Madrid. Est-ce que vous me croyez? Alors oui, je parais arrogant, fanfaron, ce que vous voulez, mais j'avais envie de comparer un petit peu les deux clubs aujourd'hui. J'ai fait une vidéo récemment qui s'appelait du coup comment et pourquoi le Barça serait beaucoup plus fort en 2025-2026 selon moi, selon mon opinion, selon mon avis, même si ça ne veut pas dire forcément que le Barça ira remporter la fameuse 6e Ligue des Champions. Non, le but c'était de montrer qu'il y a encore une énorme marge de progression pour ce Barça made in Hansi Flick et qu'on n'est même pas peut-être à la moitié du plein potentiel de cette équipe incroyable qu'on a au Barça aujourd'hui en 2025. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo qui s'appelle du coup pourquoi le Barça sera beaucoup plus fort en 2025-2026, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui, je prends le temps de faire une vidéo complètement différente pour parler du Barça par rapport au Real Madrid l'année prochaine, la saison prochaine, spécialement en Liga avant tout, parce qu'on sait que c'est là le fil rouge. C'est là que 80% de l'attention de la saison est focalisée. T'as 38 matchs comparé aux 15 matchs, je crois, du coup, en LDC. Donc, je voulais prendre le temps de faire un espèce d'état des lieux, un espèce de diagnostic sur le rapport de force actuel entre le Barça et le Real. Ce qui pourrait arriver, c'est que de l'anticipation et des suppositions forcément, mais c'est un petit peu le but du Barça, savoir continuer à dominer l'Espagne avant tout, faire mieux que la saison dernière. Et moi, idéalement, j'aimerais un jour que le Barça passe devant le Real Madrid en termes de Liga au palmarès, que le Barça ait plus de Liga que le Real Madrid. Et pour ça, évidemment, il faut bâtir une dynastie, une série de 4, 5, 6, 7 Ligas consécutives idéalement, avec, on l'espère, à la clé en même temps une ou deux LDC au passage, voire plus. Mais en Liga, le Barça a de quoi, selon moi, faire bâtir une vraie dynastie, une espèce d'épopée, ou plutôt une vraie dictature pour dire les termes comme ils le sont. Donc ça va commencer cette année, enfin ça va continuer, j'espère en tout cas cette année, avec Hansi Flick côté Barça, mais avec un changement notable, forcément, l'arrivée de Xabi Alonso. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses? Je sais pas dans l'immédiat. C'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc les amis, écoutez-moi bien, supporters du Real comme du Barça, écoutez-moi bien parce que à la fin de la vidéo, j'espère que j'aurai réussi à vous convaincre grâce aux 7 raisons concrètes et footballistiques, purement footballistiques que j'ai trouvées là pour vous montrer que le Barça a tout ce qu'il lui faut pour dominer son rival éternel. Donc c'est parti les amis, 7 raisons. La première, c'est évidemment la régularité. Au cours d'une saison, je trouve que le Barça a enfin retrouvé ce qui faisait son ADN par excellence pour remporter du coup des Ligas, à savoir du coup être régulier sur toute une saison. Tu peux avoir un trou d'air, comme ça a été le cas malheureusement, on se rappelle novembre-décembre avec Lamine Yamal qui était blessé, les matchs un petit peu gaspillés, gâchés, les points perdus, mais globalement le Barça d'Hansi Flick, je précise bien, arrive du coup maintenant à gagner des matchs même en étant flamboyant évidemment, en étant incroyable, magnifique dans le jeu, mais aussi en étant moins bon. Et c'est là où justement tu vas réussir à gagner des Ligas avec des matchs gagnés à l'arraché face aux petites équipes évidemment du championnat et les matchs où le collectif n'est pas forcément au rendez-vous. Et ça c'est un art, ça s'apprend. Ça s'apprend avec le temps, comment forcer une décision, défendre un score. Tu peux pas gagner 38 matchs de Liga, 114 points en une saison en jouant bien, ça n'existe pas. Le Barça de Xavi, il y a un an de ça, un peu plus maintenant, qui ne savait pas faire ça, qui ne savait pas remporter des matchs en retournant un score, en étant du coup un peu plus roublard, un peu moins naïf. Dès que son Barça était mené au score, on sentait à l'époque une espèce de panique générale, une prise de risque complètement démesurée, où tout le monde se découvrait pour réussir à égaliser, à renverser un score, et après, forcément, tu te faisais punir naïvement, et ça donnait des défaites qui étaient plus misérables les unes que les autres. On se rappelle 5 buts encaissés face à Villarreal en Liga, qui avait conduit du coup à la démission, l'annonce de la démission de Xavi, 4 buts encaissés, face au PSG bien sûr en LDC. Et en vrai, même en début d'année dernière, rappelez-vous,
avec le Barça et les premiers matchs d'Hansi Flick, qui avaient été magnifiques, hein, 7 victoires je crois pour commencer la saison, mais après les matchs qui étaient un peu plus compliqués, tu sentais pas à l'époque une équipe qui savait gagner des matchs de raccro. Et parfois même quand tu jouais bien, eh ben, tu te faisais piéger, notamment face à l'Atlético Madrid à domicile, hein. Ça avait été un match qui était assez traumatisant, et depuis ça, progressivement, l'équipe a appris justement lors des matchs compliqués face aux petites et aux grosses équipes, hein. On se rappelle du match retour justement contre l'Atlético Madrid, bah, tu as prouvé que tu savais que tu avais appris à comment remporter des matchs compliqués, remporter une Liga avec une série de victoires consécutives, ou une série de matchs sans défaite qui te permet de tuer ton rival à distance. Alors qu'en face au Real, ça a toujours été compliqué dans leur ADN, hein. C'est pas une équipe qui sait du coup être régulière sur une saison. À savoir bien démarrer l'entame de la saison, avoir une série de matchs sans défaite ou de victoires consécutives, puis évidemment bien finir. C'est arrivé très peu de fois pour eux, hein. C'est arrivé, hein. C'est pas comme si c'était du jamais vu, mais parfois eux, ils passent à côté de leur match et tu sens pas une équipe qui sait comment du coup renverser les matchs, remonter un score autrement que par mettre de la pression, mettre de l'intensité, et c'est tout. Pousser avec de l'intensité et la pression, et c'est vraiment ça qu'ils font. Alors quand c'est un Real qui fait peur à l'adversaire et à toutes les équipes de Liga, d'accord, ça peut passer, mais quand c'est moins le cas comme c'est depuis du coup un an, on va dire, pour eux, et ben c'est plus compliqué ensuite. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont remporté 2 Ligas d'affilée. La dernière fois, hein, c'était en 2008, donc en gros 17 ans. Alors que le Barça est bien plus régulier, ça on le sait, que le Real en général. Et là, avec en plus la fatigue actuelle, hein, la fatigue mentale, physique, l'ambiance générale du club, on en reparlera, hein, et ben ça ne m'étonnerait même pas qu'ils aient du mal à faire une bonne entame de saison. Là, je parle des premiers matchs, hein, à savoir août, septembre, en gros, les matchs qui vont conditionner une bonne partie du début de saison. L'année dernière, on se rappelle que le Barça avait caracolé en tête, avec 7 ou 8 points d'avance très vite, mais les 7 ou 8 points que le Barça avait et que l'équipe a réussi à dilapider, on se rappelle, en novembre-décembre, ça, je pense qu'on ne reverra plus ça cette saison. Donc attention au Real Madrid, parce que cette année, ça n'arrivera pas. Si le Barça prend un petit peu d'avance, on ne les reverra plus, à moins d'une deuxième catastrophe. Mais j'ai du mal à y croire. La deuxième raison, les amis, c'est évidemment l'ascendant psychologique, hein. Là, le Real est redevenu plutôt le petit frère du Barça, comme dirait Riles, officiellement ou presque, hein. La confiance, le rapport de force entre les deux clubs, la progression dans le jeu, évidemment, tout ça, c'est en faveur du Barça. À l'heure où on parle, la pression, évidemment, elle est côté Real Madrid. Je parle de la pression de ne pas revivre une deuxième saison catastrophique, évidemment. Alors, vous allez me dire, l'ascendant psychologique, il est important seulement dans 2 classicos dans l'année, hein, aller-retour. C'est vrai, oui, mais pas seulement. Bon, déjà, c'est quand même important, hein, 6 points dans la saison. On sait à quel point un classico peut avoir une incidence morale, hein, et psychologique sur la suite. Et puis 6 points, c'est important quand même parce que tu prends des points à ton équipe directement sans avoir à attendre que l'équipe d'en face fasse un faux pas face à un adversaire autre de Liga. Et encore une fois, on a vu cette saison l'importance des classicos, les 4 remportés par le Barça en match officiel. On a vu l'incidence, on l'a constaté, on a compris pourquoi le 4-0 au Bernabéu en octobre 2024 avait une incidence sur la suite de la saison du Real Madrid, parce que déjà ils n'étaient pas forcément en forme à ce moment-là, mais ça les a empêchés de se relancer pour toute la saison ensuite. Pareil pour le 5-2 du coup en Super Coupe d'Espagne, qui leur a mis un vrai coup en modovision avec la différence colossale footballistique qu'il y avait ce jour-là. Ça les a aussi empêchés de se relancer pour la fin de la saison. Là aujourd'hui on est fin juillet, s'il y avait un classico aujourd'hui là, qui serait favori ? Forcément le Barça, et qui aurait la pression aussi de se faire gifler, forcément le Real Madrid. Et même, hein, pour tous les autres matchs de la saison, je pense que si le Barça perd des points, eh ben, dans un premier temps, ça n'aura pas le même impact que si le Real perd des points. Dans un mois, je pense que si jamais le Barça perd des points, Hansi Flick, les joueurs, le staff, le président, tout ça, personne ne sera inquiet, même les supporters, personne ne sera inquiet que le Barça se fasse larguer en Liga. On sait que tôt ou tard, ils vont rattraper les points perdus. Alors qu'au Real, eh ben, je pense que les prochains matchs, ils vont jouer en se disant, si on perd des points, les amis, ça pourrait déjà être des points qui ne seront fatals, et on pourrait très bien ne plus revoir le Barça. Ils vont jouer avec cette espèce de pression psychologique-là. Ça vient évidemment de ce qui s'est passé en Liga depuis maintenant janvier 2025, à peu près, hein, mais aussi, encore une fois, grâce aux classicos qui ont fait mal, hein. Ça, on peut pas évidemment l'évaluer, nous, les fans du Barça, parce qu'on n'est pas dans leur tête, ou
aux supporters et aux joueurs du Real Madrid, mais je pense qu'ils ont eu très très mal. Et ça, évidemment, ça ne s'oublie pas. On a vu que le Barça sait comment exploiter les failles et les faiblesses du Real Madrid, comme le PSG l'a fait brillamment aussi, qui a compris tout de suite comment exploiter du coup les espaces laissés par le milieu de terrain très faible du Real Madrid, le pressing hyper agressif sur la défense du Real Madrid, les transitions rapides, tous les secteurs du jeu où tu peux influencer mentalement et faire mal à l'adversaire en termes de pression. Vous voyez, le pressing, les transitions rapides où la défense adverse elle n'est pas encore organisée. Et ben là, on fait appel au mental, à la stabilité mentale des joueurs. Mentalement, le Barça, même quand il s'est pris des buts, a réussi à renverser les rencontres. Et le dernier Classico, on se rappelle où le Barça a été mené 0-2 et a quand même réussi à s'imposer 4-3. Je pense que c'est le plus gros symbole, le coup de grâce qui me fait croire que ce serait pas une surprise de voir que la série de Classico remportée par le Barça qui aujourd'hui avec Hansi Flick est monté à 4 se prolonge encore et encore. Ça peut aller à 5, 6, 7 en match officiel. Moi ça ne me surprendrait absolument pas et ce serait avant tout grâce à l'ascendant psychologique actuel du Barça par rapport au Real Madrid. Ils ont peur déjà de ne pas pouvoir rebattre le Barça avant un petit moment et peur de se manger une énorme rouste comme ça a pu, comme ils l'ont frôlé évidemment lors du 5-2. Et en vrai, ce serait juste prévisible et normal et juste humain. Troisième raison, et là on va parler de terrain les amis. C'est tout simplement collectivement. Alors on a un coach, Xabi Alonso, qui vient d'arriver, d'accord. Donc lui, on va lui laisser du temps. Il a un projet de jeu qui n'a pas encore bien pris, loin de là même, mais il faut évidemment pour ça du temps. Mais il faut que les dirigeants du Real Madrid acceptent de lui donner du temps. Et de donner du temps à Xabi Alonso, surtout si les résultats ne sont pas extraordinaires. Et on sait, on connaît très bien comment fonctionne Florentino Pérez. Au Real, tu n'as pas ce temps-là justement. On te juge par les résultats, sinon mini-crise, sinon pressing médiatique, sinon au pire, on te licencie. Maintenant, on va quand même partir du principe que Florentino Pérez, a.k.a. le Denis Sassou Nguesso du Real Madrid, est enfin devenu un peu plus sage et un peu plus patient, avec l'âge, on espère. Donc il va laisser du temps à Xabi Alonso. Mais même s'il lui laisse du temps, même s'il est un peu plus patient que d'habitude, regardez d'où part ce Real Madrid-là collectivement. C'est le néant absolu. Le néant absolu, il sort d'une saison où, en réalité, on assistait à une espèce de fin de cycle de Carlo Ancelotti, la fin de l'ère d'un coach qui n'avait pas de front de jeu et qui voulait absolument s'adapter à l'adversaire. Donc en théorie, la saison qui arrive, là, c'est une espèce de transition pour le Real, on est d'accord ? Une année, qui doit en gros apporter une espèce de progression, un début d'une ère, un début de quelque chose. Du coup, est-ce que Xabi Alonso est capable de faire un petit peu comme ce qu'a fait Hansi Flick, ça veut dire intégrer des principes de jeu, vitesse grand V, vitesse XXL plutôt, à tous ces joueurs madrilènes et les faire bien jouer assez vite, voire tout de suite ça me semble pas impossible, mais très très compliqué parce que déjà, il part de très très loin. Parce qu'en plus de ça, sans vouloir être méchant, mais au Real Madrid, tactiquement, on a des joueurs qui sont loin d'être aussi bons et intelligents que ceux du Barça. Bon, c'est méchant de dire ça, mais c'est vrai. Parce que forcément, au Barça, t'as la Masia, des joueurs qui ont le QI football d'Einstein. Regardez, Koubarsi, 17 ans, il a 17 ans, le mec qui sort de la Masia, 6 mois en pro. Un deuxième coach arrive, lui apprend en 3 semaines les principes de la ligne haute du hors-jeu. Et le mec, il a intégré ça, mais comme ça. 17 ans, le mec, 3 semaines comme ça, avec un coach qui parle même pas espagnol, boum, comme ça, pendant la pré-saison, et hop, c'était déjà réglé. Bon, ça, je pense qu'Hansi Flick, c'était vraiment un cas unique. Est-ce que Xabi Alonso, là, en quelques semaines, va réussir du coup à trouver un système de jeu, un système adéquat pour toutes ces stars, Des joueurs qui sont empilés comme ça les uns sur les autres, trouver un équilibre, réussir à développer ce qui s'appelle des automatismes, apprendre du coup à son équipe à relancer correctement, parce que les passes laser de Dejan Huijsen, c'est bien beau 5 minutes, c'est même archi fort, mais bon, dans le foot, il n'y a pas que ça évidemment. Enfin réussir à faire en sorte que son équipe et toute son équipe fassent les efforts, à savoir les efforts défensifs, mais ça commence par le pressing, Coucou monsieur Mboulard. Réussir à faire jouer les deux, Mbappé et Vinicius ensemble, c'est pas encore, c'est encore, je trouve que c'est loin d'être fluide vraiment, comme ça pourrait l'être entre les deux, malgré les échos, ce qui se dit. Franchement, quand t'as connu la complicité avec Benzema et Vinicius, un truc que j'avais jamais vu chez Benzema, un joueur qui se complète aussi bien avec lui-même CR7, en tout cas ce qu'on avait vu avec Benzema et Vinicius, quand tu fais le comparatif avec Mbappé et Vinicius, tu comprends très vite
Madrid qui a largement de quoi mieux faire en fait. Tout simplement, quand tu es fan du Real, t'es pas excité par cette complémentarité là actuelle. Donc franchement, bon courage. Dans le même temps, tu as le Barça évidemment qui n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. On a déjà posé les bases du collectif. Ça y est, les bases du jeu Hansi Flick, l'intensité, le collectif continue de progresser tout doucement. Et en fait, là, on se concentre juste sur les petites finitions. En gros, perfectionner un petit peu le système. Là où le Barça a progressé, c'est évidemment se réajuster sur la ligne haute de la défense, prendre moins de risques avec le piège du hors-jeu, gérer un peu mieux les temps forts et les temps faibles, savoir du coup verrouiller quand il le faut, un peu plus d'expérience, de roublardise, de vis. Vous voyez qu'on n'a pas les mêmes problèmes, c'est juste les finitions côté Barça et ensuite forcément un peu plus d'efficacité aussi, ça peut aider. Mais sinon, ça y est, les bases sont fondées. Les fondations de la maison catalane sont déjà mises et prêtes. On a juste maintenant à avoir une équipe qui continue à prendre en confiance, puisque le système, le 4-2-3-1, tu l'as déjà. T'as juste évidemment à rajouter, on espère, l'ailier gauche côté Barça. Alors qu'au Real, chez Alonso, beaucoup de bon courage. On sait même pas s'il jouera 2 ou 3 attaquants. Leur milieu de terrain, là, je suis désolé de le dire, mais pour moi, il est encore un petit peu trop faible. Ouais. Faible. Le mot, c'est pas assez impactant, pas assez percutant pour un collectif, en fait. Le Real n'a toujours pas réussi à remplacer Toni Kroos. On est 1 an plus tard. Ça peut arriver, On a vu la même chose au Barça. Et on a vu les dégâts que ça faisait quand tu réussissais pas à remplacer des joueurs cadres, des capitaines et des leaders techniques. Ça peut prendre du temps et ça fait des dégâts. Et pendant ce moment-là, du coup, l'équipe, elle est un petit peu dans le flou. Qui doit reprendre ce rôle-là? Est-ce que c'est plus collectivement plutôt qu'un joueur? Et ça prend du temps. Là, en plus, t'as perdu Modric, qui arrivait quand même à 39 ans encore cette saison. Quand il entrait en jeu, par-ci par-là, à changer les matchs, avec une passe, un geste, un but, une frappe de loin, un geste technique à la Modric, un geste de génie. Lui aussi, il est parti. Du coup, il reste Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Camavinga, bref, qui vous voulez. Ceballos va partir en plus. Tout ça pour dire que c'est pas assez créatif. Tous les noms que j'ai cités là, ce n'est même pas assez bon techniquement pour avoir du coup un collectif et une relance assez efficace. C'est pour ça que vous voyez des joueurs, notamment en défense comme Rudiger récemment ou Asensio, qui bug quand ils ont le ballon dans les pieds parce que à la relance, on n'a pas cette espèce de dimension technique au milieu de terrain du Real Madrid. Ils jouent avec la peur. Donc à la fin du mercato, on verra évidemment avec les recrues, parce que pour l'instant, ils ont ramené du renfort en défense, bien comme il faut, mais tous les postes, sauf au milieu de terrain. Est-ce que Arda Güler peut aider dans notre jeu? C'est possible. Ce sera la clé, je pense, côté Real Madrid, s'il n'y a pas de recrue. Mais pour l'instant, le milieu de terrain, en plus du fait que Bellingham sera absent pendant 4 mois, opération à l'épaule, et on parle du meilleur milieu de terrain de l'équipe, bon courage pour trouver un équilibre sans lui, du coup, et cette espèce de sang du sacrifice, parce que le mec faisait les efforts défensifs, les replis, le pressing, les appels de balles. En gros, le mec arrivait à combler à lui tout seul presque les manquements basiques du collectif du Real Madrid parce que à côté de lui, ça ne bosse pas assez. Bref, en gros, tout ça pour dire, et je suis long, mais tout ça pour dire que le Real est dans une phase de transition que le Barça a déjà passé. Aujourd'hui, ils sont encore beaucoup trop dépendants de leur individualité. Tu enlèves un joueur clé comme Bellingham et tu vois tout de suite les effets. Tu les vois tout de suite dans le collectif, le pseudo-collectif du Real Madrid. Et c'est pas comme ça que le Barça joue. Même en n'ayant pas Koundé, Alejandro Balde, Lewandowski, t'étais à 2 doigts de te qualifier, à 2 minutes près de te qualifier en finale de Ligue des Champions parce que le collectif ne dépend pas. Forcément, si tu enlèves 3-4 joueurs à la fin, tu le payes cash. Mais sinon, les bases sont fondées, consolidées côté Barça. La 4e raison ensuite, elle est évidemment liée au terrain. Là, j'ai parlé du collectif, mais parlons un petit peu maintenant des individualités. Alors certes, au Barça, le mercato n'a pas encore commencé, d'accord, si vous voulez, mais quand même, quand tu penses à tous ces joueurs actuels dans l'effectif aujourd'hui qui ont 17, 18 ans, 21, 22 ans, qui sont encore des enfants, mais qui continuent de progresser tout simplement parce qu'ils grandissent et ils mûrissent. Koubarsi, Lamine Yamal, 18 ans, Balde, 21 ans, j'en ai parlé, Pedri, 22 ans, et j'en passe, Gavi, 21 ans. C'est logique, la saison qui arrive, ils auront tous 1 an de plus. Donc ils vont se rapprocher tout doucement de leur prime en carrière, ils vont apprendre du coup de leurs erreurs, et à cet âge-là, la progression en plus elle est beaucoup plus rapide. La preuve c'est que le Lamine Yamal qu'on a aujourd'hui, c'est pas le même qu'il y a encore 6 mois de ça. Il y a 6 mois, c'était le Lamine Yamal qui jouait en Super Coupe d'Espagne, qui a pris confiance après ça. On a vu les retombées face à l'Inter Milan, c'était pas le même joueur. Le Lamine Yamal qu'on a vu face à l'Inter Milan, plus sa carrière va avancer, et plus on devrait le voir de plus en plus régulièrement, voire à
tous les matchs. Mais bon, ça c'est idéaliste un petit peu, comme c'était le cas pour Messi évidemment. Mais c'est là qu'on voit justement ce qui sépare d'un joueur de son prime, c'est quand il réussit à répéter les efforts et qu'à la fin ça devienne juste banal et son quotidien pour lui. Il n'en est pas encore là, Lamine Yamal. Pour l'instant il a 18 ans et parfois il passe à côté de ses matchs, on l'a vu face au Portugal par exemple. Mais ça va arriver, en tout cas on lui souhaite qu'il devienne de plus en plus régulier et un tueur à chaque match ou presque. Et évidemment ce n'est pas le seul. Au Barça, il y a plein de talents qui ont encore une énorme marge de progression. Au Real, bah écoutez, là si tu fais le bilan maintenant, tu as un Vinicius, le meilleur joueur de l'équipe, qui est malheureusement sur le déclin. Mbappé, bah écoutez, lui sans commentaire. Un Bellingham, du coup, sur le déclin, plus absent 4 mois. Rodrigo, qui est un fantôme. Et une défense actuellement, une défense avec Rudiger, Asensio, Militao, qui reviennent de blessure. Des milieux de terrain en plein doute. Heureusement qu'ils ont refait leur défense. Ils ont quand même fait 3 recrues principales qui devraient tous être titularisés, avec Hülsen, Carreras, évidemment, côté gauche, et Trent Alexander-Arnold, du côté droit. Ça fait quand même 3 joueurs sur 4, c'est quand même beaucoup pour une défense que tu changes d'un coup comme ça. Je pense que ça va marcher avec ces 3 des 4 nouveaux joueurs, mais ça va prendre du temps pour évidemment trouver l'automatisme, devenir complémentaire et s'adapter aux équipes adverses en Liga. Quand tu affrontes des blocs bas et qu'ensuite tu te manges des contres dans ton dos là, un petit peu comme l'a fait le PSG, et ben là aussi on verra comment ces joueurs se débrouillent dans un championnat qu'ils ne connaissent pas encore, pour les 3 joueurs évidemment. Donc ça évidemment c'est encore un épisode à suivre côté Real Madrid. Alors qu'au Barça on a Lamine Yamal individuellement parlant qui est un des 2 favoris pour le Ballon d'Or, Rafinha qui fait la saison de sa vie, Pedri qui est sur un nuage, un top 2 ou top 3 à son poste. Et je pourrais évidemment ajouter Frenkie de Jong qui lui a pris, je trouve, une nouvelle dimension. 5e raison dont j'ai envie de parler, c'est évidemment ça, je pense que ça va se voir un jour ou l'autre, c'est la fraîcheur physique, ce qui s'est passé là. Avec le mondial des clubs, est-ce que le Real sera du coup assez frais physiquement pour démarrer comme il le faut la Liga? On va le savoir très vite. Il y aura peut-être des blessés. En tout cas, attention à tout ce qui est blessure, fatigue, physique et mentale de ne pas avoir eu de coupure. En plus, le Real est parti en vacances sur une défaite, une lourde défaite, une humiliation 4-0 face au PSG qui, je pense, va aussi faire du mal aux têtes. Mais eux aussi ont beaucoup joué, se sont beaucoup dépensés, ont voyagé, les tournées américaines, la Coupe du Monde des clubs, ils ont fait un gros parcours, demi-finale aussi. Donc bon, personne ne peut prévoir à l'avance si ça va se payer ou pas, mais ça fait un petit moment que l'effet Pintus, on le voit plus trop au Real Madrid. Et je sais même pas s'il a encore la Pintus, J'ai vu des informations, des tweets passés comme quoi il devait partir et tout. Bref, la fatigue, les frères, la fatigue physique. Là, on va demander à des joueurs de faire plus d'efforts sur le terrain, le pressing, les courses et tous les duels, parce que tout le monde voit qu'ils n'en font pas assez, à des joueurs qui, à première vue, sont quand même assez éprouvés, émoussés physiquement. Donc, quand tu fais le comparatif avec le Barça, on le sait, qui n'a pas été qualifié pour la Coupe du Monde des clubs, maintenant, on a compris que c'était quand même un mal pour un bien physiquement. Là, au Barça, tout le monde est frais, il n'y a pas d'absent, il n'y a plus de blessures, à part malheureusement Ibrahim Diarra qui s'est blessé ce samedi, mais tout le monde arrive frais, reposé, et c'est ce qu'on veut. Ça change tellement des dernières années avec tous les coachs, tous les préparateurs physiques qui ont tous galéré pour avoir un groupe du Barça avec 0 blessure. Mais aujourd'hui, le Barça a cette chance-là, le tout en plus avec un effectif qui à la base n'est pas forcément fait pour aller jouer tous les trophées. Donc bravo Hansi Flick encore une fois pour ça. Et tous les autres, les adjoints, les préparateurs physiques, roule tous, tout le monde mérite sa part du succès. Là, le Barça s'est reposé, n'a aucun blessé et va pouvoir en plus faire une préparation estivale du coup en pré-saison en Asie face à des équipes pas forcément très fortes en opposition. En gros, une vraie pré-saison. C'est parfait pour débuter la Liga. 6e et avant-dernière raison. Et elle est toute belle, elle s'appelle la crise. Parce que là, il y a une espèce de crise au Real Madrid qui menace tout le club. Parce que là, nous, les fans du Barça, on regarde ça de loin, mais ça nous fait tellement rigoler les frères. D'accord, ils sont en reconstruction, en transition si vous voulez, mais est-ce qu'on en parle un petit peu des problèmes de vestiaire au Real Madrid? Les Vinicius et sa prolongation qui ne vient pas, l'Arabie Saoudite et tout, les Mbappé et son entourage néfaste, toxique sur le club et le vestiaire, les Rodrigo, un départ, on sait pas trop ce qu'il veut, les Bellingham qui en auraient marre apparemment de ses coéquipiers, de certains coéquipiers plutôt, etc., etc. C'est archi rare de voir ça au Real Madrid. Est-ce que c'est parce qu'un certain joueur a été ajouté, du coup, il y a 1 an de ça, à l'effectif, et par la force des choses, de fil en aiguille, on a eu des tensions dans le vestiaire? C'est possible, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a rarement vu
dans le vestiaire du Real Madrid, qui à la base est une grande institution et tout. Et là, tu sens que c'est sur le point d'exploser au moindre faux pas, moindre période de petite crise, hein, 1 ou 2 défaites, ça pourrait péter. Donc on va les observer, mais ça sent pas forcément bon du côté de la Casablanca. Et pour finir, 7e et dernière raison, et bah, c'est tout simplement que dans les cages du Barça, on n'aura pas Ter Stegen, les amis. Je l'avais dit pour ma première vidéo et je le redis pour celle-là aussi, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même histoire. Terminer les buts gaguesques, terminer les pauses en mode statut, on aura 38 matchs avec un nouveau gardien dans les buts du Barça pour la première fois depuis maintenant 10 ans. 10 années. Je compte pas celle-là, hein. Je compte pas la dernière année où le Barça a alterné avec 3 gardiens, Ter Stegen, Iñaki Peña et Chesney. Là, on aura un titulaire si tout va bien, s'il n'est pas blessé. Il s'appelle Joan Garcia, il est jeune, 24 ans. Et lui, on espère qu'il nous fera gagner beaucoup plus de matchs que Ter Stegen et tous les autres. Et qu'on pourra enfin vanter, louer les mérites d'avoir un grand gardien de but. Ça peut changer une saison, encore une fois. Donc voilà pour les 7 raisons qui me font croire que ce Barça du coup va terrasser, abattre, éteindre de nouveau le Real Madrid cette saison en Liga. Je précise en Liga, il faudra évidemment bien commencer, être régulier, prendre de l'avance et évidemment gagner les Clasico pour mettre très vite un coup sur cette Liga et continuer du coup cette espèce de dynastie, hein, parce que c'est comme ça aussi que tu peux gérer l'effectif, faire tourner un peu plus dans les moments qui vont compter le plus, à savoir mars, avril, mai, juin prochain. Donc voilà les frères pour la petite vidéo, assez longue finalement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres raisons dont je n'ai pas parlé qui vous fait croire que le Barça sera forcément favori face au Real Madrid. Maintenant, il faut le prouver, hein, sur le terrain. Là, on est fin juillet, le mercato n'est pas encore terminé. Il suffit que tu ramènes un joueur au milieu de terrain au Real Madrid, une pointure, hein, par exemple, et ça peut te changer une saison. Mais à l'heure où on parle, je pense que le Barça est largement favori et a de quoi, s'il fait bien les choses, pour remporter une 2e Liga d'affilée. Ce qui n'est pas arrivé quand même depuis 2018-2019. Et ça commence à faire longtemps, les frères. Et si on veut que le Barça d'Hansi Flick marque l'histoire, comme certains Barça l'ont fait, celui de Luis Enrique avec la MSN ou de Guardiola, et bah ça passe aussi par ça. Ça passe par une suprématie assez durable en Liga. Retenez les paroles de Messi encore une fois, hein, qui disait que la Liga, remporter le championnat d'Espagne, hein, il faut le savourer, il faut en profiter et apprécier toutes ses victoires. Voilà, je vous laisse sur ces paroles du meilleur joueur du 21e siècle. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.